Maintenant, ce sera la session droits sociaux et assurances. C'est ça, je vais annoncer. Donc, il y a Anne Bergans. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Anne Bergans, oui. Nous Est-ce vous que vous entendons. m'entendez? Oui, Oui. D'accord, tout à très fait. bien. Bonjour, je suis donc assistante sociale à l'hôpital Necker en service adulte et je dois dire que je suis vraiment très, très heureuse d'avoir été invitée à cette journée. J'ai assisté depuis ce matin à vos interventions et ce qui me fait, enfin, ce que je souhaiterais avant tout avancer, c'est l'importance aussi du social. Parce qu'on voit bien que les maladies rénales chroniques ont des incidences extrêmement prégnantes sur la vie quotidienne des gens, que ce soit personnel ou professionnel, et que vous n'êtes pas que malade, vous êtes malade et salarié, malade et étudiant, malade et retraité, et que les conséquences sur votre vie professionnelle notamment peuvent être particulièrement conséquentes. Alors je vois bien que certaines personnes parfois ont du mal à pousser la porte de mon bureau parce qu'on a effectivement l'idée que l'assistance sociale ne s'occupe que des situations de grande précarité. Mais ce n'est pas le cas à l'hôpital. À l'hôpital, on s'occupe de tout le monde et on peut être une personne ressource pour toutes les questions liées à votre situation, qu'elle soit personnelle, mais beaucoup professionnelle quand je pense aux maladies chroniques, parce que c'est compliqué d'en parler à son employeur, parce que ça reste quelque chose qui est invisible au regard des autres. Que ça peut avoir, ce matin j'entendais un médecin parler de boire 3 litres par exemple par jour. Ben oui, c'est compliqué d'être en situation salariée, de boire 3 litres, d'être obligé d'aller aux toilettes tout le temps, comment l'expliquer, comment on le vit. Et évidemment, quand on est dialysé, ça a des conséquences extrêmement prégnantes dans la vie quotidienne. Alors, moi, j'ai souhaité aborder certaines questions qui reviennent assez souvent, en fait, de la part de mes patients. Donc, je vais aborder un petit peu d'assurance maladie, un petit peu de droit du travail. Donc, j'espère que ça répondra à vos questions, parce que là, je dois dire que je fais un peu un saut dans le vide. Je ne sais pas très bien quelles sont les questions aujourd'hui. Donc, les premières remarques souvent que j'ai, c'est mon premier slide, c'est j'ai un 100% et pourquoi l'hôpital m'envoie-t-il une facture? Alors c'était pas mon premier, voilà, c'était mon deuxième, merci. Alors, vous êtes tous probablement en affection longue durée, hein, à 100%, donc vous savez que votre 100%, il a une durée limitée, donc il faut bien penser à le faire prolongé par votre médecin traitant, parce que parfois on voit des patients qui arrivent avec des 100% qui ont été périmés et qui se retrouvent hospitalisés, donc qui reçoivent des factures. L'hôpital n'est pas gratuit. Donc effectivement, lorsque vous avez un 100%, l'assurance maladie prend 100% des soins médicaux, mais il reste toujours un reste à charge qui s'appelle les forfaits journaliers. Donc quand on me dit mais j'ai un 100%, je ne paye rien, ce n'est pas vrai quand vous êtes en hospitalisation. Et ces forfaits journaliers ne sont pris en charge que par la mutuelle. Alors quand vous êtes dans une situation d'emploi salarié, vous avez en général une mutuelle. C'est obligatoire. Quand vous êtes fonctionnaire, ça n'est pas obligatoire, donc il faut penser à prendre une mutuelle. Et je dirais que quand vous quittez le giron familial où vous êtes protégé, que vous avez été étudiant et que vous êtes sous la mutuelle de vos parents et que vous commencez dans la vie professionnelle ou que vous êtes en recherche d'emploi ou avez créé votre start-up ou êtes auto-entrepreneur, vous n'avez pas forcément de mutuelle. Et c'est là où les facturations arrivent. Donc, pensez à prendre une mutuelle. Moi, c'est quand même le conseil que je donne. Et rendez-vous également aux admissions quand vous allez à l'hôpital systématiquement. Alors, je sais que c'est un petit peu redondant parce que du coup, parfois, vous allez en hospitalisation de jour plusieurs fois par an. Mais ça reste important de systématiquement vous rendre aux admissions afin d'éviter les facturations. Alors, il arrive aussi que vous avez donné
tous vos papiers aux admissions, vous recevez quand même des factures. Il faut savoir que les hôpitaux gèrent beaucoup de facturation, qu'un hôpital comme Necker, je pense qu'il doit y avoir à peu près 1500 consultations par jour. Donc forcément, il peut y avoir des couacs. Mais vous reprenez contact avec les admissions et normalement, il n'y a pas de souci. Les facturations interviennent assez rapidement maintenant. Hein. Donc, après une sortie d'hospitalisation, au bout de 2-3 semaines, vous avez déjà votre première facturation. Et ne la laissez pas de côté parce que vous aurez de nouveau une facturation et après, vous aurez, ce qui est toujours très désagréable, un avis d'huissier. Et ça intervient relativement vite. Mon slide suivant, c'est je rentre à domicile après une hospitalisation. Est-ce que j'ai droit à des aides? Eh bien, pas forcément. Alors là aussi, vous êtes à l'hôpital, vous êtes complètement prise en charge, vous avez une mutuelle à 100%, vous ne payez rien, vous êtes complètement coucouné. Et vous rentrez à domicile et vous vous sentez peut-être un petit peu seul, mais en fait, l'assurance maladie ne prend pas en charge les aides à domicile. C'est parfois ce qu'on demande, mais non. Alors, les aides à domicile, votre mutuelle peut-être, votre contrat prévoit peut-être des aides à domicile pendant un mois post-hospitalisation. Ce n'est pas toujours le cas, ça dépend de votre contrat. Il peut y avoir des aides financières pour des aides à domicile via l'assurance maladie, mais c'est soumis à des plafonds de ressources. Donc, je dirais qu'il faut avoir des ressources relativement basses. Si vous avez plus de 60 ans, il y a des dispositifs via les assurances retraite ou l'allocation personnalisée à l'autonomie, mais c'est là plus lié à la perte d'autonomie, donc c'est un petit peu différent. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup de solutions pour les aides à domicile, si ce n'est hormis par votre mutuelle. Mais donc, il faut toujours penser à sa mutuelle quand on rentre à domicile. Mon slide suivant, c'est effectivement en lien avec les dialyses. Donc là, c'est effectivement une contrainte extrêmement importante dans le milieu du travail. Alors évidemment, quand on cherche du travail, c'est extrêmement compliqué de trouver un travail en étant dialysé. Et quand on est dialysé, il est possible d'avoir des aménagements. Mais il n'y a pas une solution et une réponse unique, je dirais, à cette nouvelle situation. Ça dépend de votre statut également. Que vous soyez salarié ou fonctionnaire, les réponses peuvent être différentes. Alors, d'abord, il y a certaines personnes qui peuvent choisir de ne rien dire à leur employeur et de faire appel aux dialyses le soir. Alors, je ne dis pas que c'est une solution facile, parce qu'effectivement, ça fait des emplois du temps extrêmement chargés et compliqués, mais ça reste une possibilité pour un salarié qui commence dans un emploi et qui n'a pas du tout envie d'aborder ce sujet-là avec son employeur et qui aurait peur que ça le pénalise et que ça ne le maintienne pas dans un emploi s'il est en période d'essai, par exemple. Sinon, vous pouvez éventuellement, je ne dis pas non plus que c'est facile, mais aménager votre temps de travail. Donc, on pourrait imaginer travailler plus les jours sans dialyse pour travailler moins les jours avec dialyse. Pensez à prévoir une dialyse peut-être le samedi pour diminuer les répercussions de ce temps de dialyse sur la période travaillée. Et puis, si tout ça n'est pas possible, en fait, il peut y avoir le temps partiel thérapeutique quand on est salarié, qui n'est pas un mi-temps thérapeutique comme souvent on le pense, qui est bien un temps partiel, donc négocié avec l'employeur et qui permet, selon les conditions, je dirais, de prise en charge de l'arrêt maladie, parfois de maintenir son salaire. Le temps partiel thérapeutique, il n'a pas non plus une durée que de 1 an, comme on pense souvent. Il peut avoir une durée maximum de 4 ans. Donc, c'est vrai que selon, après le projet de greffe avec un donneur vivant ou pas, la dialyse peut effectivement être un petit peu plus longue. Ensuite, il y a aussi une disposition particulière de l'assurance maladie, mais qui est assez lourde en fait à mettre en place
et aussi elle est assez contraignante en fait administrativement parce qu'il faut faire quelque chose tous les mois, il faut demander la liste de ses dialyses à son centre de dialyse après le mois des dialyses, il faut demander à son employeur de lui faire aussi une attestation de perte de salaire sur les périodes où il est en dialyse. Mais ça existe, c'est la prestation supplémentaire obligatoire, donc qui est prévue vraiment essentiellement pour les dialysés. Donc ça peut être une solution effectivement à mettre en place, mais encore une fois, elle est relativement lourde. Et pour les fonctionnaires, en fait, là, vous pouvez opter pour le congé longue maladie fractionné. Et pareil, qui peut durer jusqu'à… Alors, lui, je crois qu'il ne dure que 3 ans, mais ce sera à vérifier. En tout cas, voilà, vous avez différentes solutions. Ce n'est pas incompatible, hein, heureusement, la dialyse et le travail. Mais ça demande de toute façon effectivement de la négociation et puis et de l'organisation et vous avez aussi votre mot à dire en fait sur le type de voilà sur l'organisation aussi de vos dialyses quand c'est possible bien sûr au sein des centres parce que tous les centres par exemple ne font pas des dialyses le soir. Alors le thème suivant c'est également je suis dialysée. Et est-ce que je peux partir en vacances? Alors, heureusement, oui, vous pouvez partir en vacances. C'est plus simple quand c'est en France, parce que là, effectivement, l'assurance maladie continuera à payer vos dialyses, quel que soit le lieu de votre villégiature. Les seuls points de vigilance quand c'est en France, c'est qu'en général, on prend à peu près nos vacances tous en même temps et qu'il y a des lieux privilégiés de vacances, comme par exemple aller à la mer, et que les centres de dialyse sont pris d'assaut. Donc, il faut en général réserver sa place longtemps à l'avance pour ne pas justement se retrouver sans solution de dialyse et devoir réfléchir à d'autres vacances. Donc, c'est le seul point de vigilance. Pensez au secteur géographique un petit peu sous tension. Le deuxième point de vigilance, c'est arrivé il y a longtemps sur un des patients qui avait bien pris des dialyses en France. Par contre, son lieu d'habitation était éloigné de plus de 50 km de son centre de dialyse. Et donc, il pensait qu'il avait droit à ses transports. Donc, il avait son attestation de droit avec son 100%. Il a pris lui-même contact avec un taxi conventionné. Donc, jusque-là, tout allait bien, si ce n'est qu'il n'avait pas fait d'entente préalable. Et donc, l'assurance maladie lui réclamait des milliers d'euros au niveau de ces transports. Parce que sans entente préalable, effectivement, il n'y a pas de prise en charge au niveau de l'assurance maladie. Donc, c'est le deuxième point de vigilance à avoir en France et bien évidemment, avoir l'accord de votre médecin, j'aurais dû commencer par là, de votre médecin de centre de dialyse, puisque si c'est vous qui trouvez votre centre de dialyse, effectivement, ensuite, il y a bien un lien entre votre centre habituel et votre centre de vacances pour des liens médicaux avec tout le protocole de dialyse qui est le vôtre. À l'étranger, c'est possible aussi, mais ça se prépare aussi longtemps à l'avance. Hormis le fait d'avoir une place à l'étranger, il faut surtout demander la prise en charge de ce coût de dialyse à l'assurance maladie. Et là, c'est une demande écrite où il faut l'accord écrit de votre médecin qu'il accepte que vous alliez faire dans le centre de dialyse que vous aurez préalablement choisi et contacté, de faire tant de dialyse. Donc, il faut impérativement la durée précise et le nombre de dialyses et le coût des dialyses qui ne peut être un coût des dialyses spécial étranger, qui doit être le coût des dialyses payés pour les ressortissants de ces pays-là. C'est très important parce que l'assurance maladie aujourd'hui vérifie les coûts de dialyse à l'étranger. C'est qu'on me dit souvent oui, mais c'est beaucoup moins cher qu'en France, ce qui est vrai. Quand vous allez dans des pays
type Tunisie, Maroc, en vacances. Évidemment, les coûts des dialyses sont quasiment 5 fois moins chers qu'en France. Néanmoins, si c'est un tarif spécial, ça ne fonctionnera pas. Il faut donc demander cet accord-là et attendre l'entente écrite de l'assurance maladie. Parce que si vous partez dans ce pays sans avoir l'accord écrit et si vous ne l'avez jamais eu, vous allez avoir de grandes difficultés pour vous faire rembourser vos dialyses. Et ça porte sur des milliers d'euros, puisque quand vous partez à l'étranger et que ce n'est pas un pays européen, vous payez vos dialyses et vous êtes remboursé après. Donc, il faut bien faire exactement tout ce qu'il faut pour avoir cet accord écrit, ne pas avoir un séjour plus important que ce qui était prévu. Parce que même en ayant tout ça, on a parfois des délais de 1 an de remboursement au niveau de ces dialyses. Donc là, j'ai un patient qui attend depuis 1 an 5 000 € de remboursement de la part de l'assurance maladie, alors qu'il avait bien fait l'entente préalable et qu'il a bien une facture acquittée, que le prix est bien celui des ressortissants du pays, donc, que tout est en ordre. Donc, c'est quand même important. Donc, c'est possible, mais ça demande la plupart du temps d'avancer l'argent. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prévoir, sauf dans les pays européens, si vous allez dans un hôpital public, a priori, avec la carte européenne d'assurance maladie, vos dialyses seront prises en charge comme en France. Alors, slide suivant, c'est juste une petite parenthèse sur les transports. Donc, le transport, d'abord, c'est sur avis médical, c'est une prescription médicale. Donc ça, c'est juste important de le dire puisque c'est le médecin qui décide si votre état nécessite ou pas un transport. Si c'est le cas, voilà, taxi conventionné, VSL, ambulance, selon ce que prescrit le médecin. Toujours avoir son attestation d'assurance maladie sur soi avec le 100% qui est indiqué noir sur blanc dessus. Et c'est le cas notamment des malades qui sont suivis dans des centres de référence de maladies rares, donc qui ne vont pas forcément vers l'hôpital le plus proche de chez eux, qui peuvent avoir donc plus de 150 km entre leur domicile et ce centre de référence. Ne pas oublier de faire une demande d'entente préalable, voilà, au moins 15 jours avant votre déplacement, qui est un document que vous fournit donc ce centre de référence. Si l'assurance maladie ne vous répond pas, c'est que c'est un accord. Donc, vous pouvez prendre votre taxi conventionné et qui sera pris en charge, mais sans entente préalable, l'assurance maladie refusera de vous rembourser vos transports. Quand vous avez un bon de transport, ça peut être aussi du train, je précise aussi, prendre votre voiture personnelle, on le sait moins, mais c'est le remboursement de ces frais-là qui seront pris en charge. Donc, ce n'est pas forcément faire appel à un taxi, mais ça peut être aussi des frais personnels qui peuvent être pris en charge. Ensuite, la grande question qui peut être posée, c'est le slide suivant, c'est en arrêt maladie. Et c'est les conditions, effectivement, les conditions, le montant et la durée de rémunération quand vous êtes en arrêt maladie. Alors, c'est le cas notamment, la question peut se poser quand vous allez subir une transplantation, puisque vous avez une opération, mais une convalescence voilà, qui est plus ou moins longue. Donc, ce sont des questions qui, forcément, qui sont importantes pour les gens, puisque c'est leur ressource, donc leur vie matérielle qui en est impactée. Donc, c'est difficile de donner une réponse simple puisque c'est un peu comme en médecine, en fait. Chaque personne est particulière et selon votre période de cotisation à l'assurance maladie, selon votre statut, salarié, fonctionnaire, profession libérale, il n'y a pas une réponse unique à cette question.
Pour faire simple, je vais parler en fait peut-être des deux cas les plus souvent rencontrés, à savoir les salariés du privé et les fonctionnaires, donc qui ont aussi deux systèmes qui sont complètement différents. On part du principe que vous êtes salarié en CDI, que vous avez plus de 12 mois de cotisation et que vous avez bien sûr une affection longue durée. Là, au niveau de votre indemnité d'arrêt du travail, vous allez avoir droit à 3 ans maximum. 3 ans maximum où vous allez être indemnisé, alors d'un côté par l'assurance maladie qui, elle, paye ce qu'on appelle les indemnités journalières, et de l'autre côté, peut-être, selon les conventions collectives, les accords de l'entreprise, par votre entreprise. Et votre entreprise va totalement ou partiellement compenser le reste, je dirais, le reste à charge. Donc, on ne peut pas avoir de réponse unique à cette question parce que tout dépend de votre lieu d'exercice et de votre entreprise. C'est aussi parfois complètement transparent pour vous parce que l'assurance maladie, finalement, vous n'avez aucun lien avec elle et c'est votre entreprise qui perçoit elle-même les indemnités journalières et qui vous paye ensuite comme si c'était finalement un salaire. Donc pour vous, c'est relativement transparent, mais ce n'est pas le cas évidemment de toutes les entreprises et de toutes les situations. Donc ce que j'essaie de dire, c'est qu'en arrêt maladie, il peut y avoir une perte de ressources. Une perte de ressources qui peut être voilà, conséquente et qu'à minima, vous touchez la moitié de votre salaire, en fait. Voilà, donc, quand vous touchez uniquement les indemnités journalières. Ensuite, je l'ai mis, mais bon, là, c'est se projeter un petit peu loin, c'est-à-dire se dire qu'on est en arrêt pendant 3 ans et qu'on n'est pas en capacité de reprendre un travail à 100%. Et il y a des dispositifs spécifiques pour ça, qui sont notamment la pension d'invalidité, donc qui arrive après 3 ans de façon relativement automatique, puisque c'est l'assurance maladie qui vous demande de vous mettre en pension d'invalidité si vous avez été arrêté pendant toute cette période. Si vous êtes fonctionnaire, c'est un petit peu, voilà, il y a une notion, c'est le slide suivant, c'est un petit peu différent. Là, vous avez des notions de congé maladie ordinaire de 3 mois et ensuite de congé longue maladie. Vous avez des notions de plein traitement et de demi-traitement. Et à cela s'ajoute le fait si vous avez une prévoyance ou pas. Mais c'est vous qui la prenez, la prévoyance. C'est plus comme dans le privé, une prévoyance qui est inclue dans votre contrat. Donc là, c'est important d'anticiper un petit peu parce que sans prévoyance, en congé longue maladie, vous avez 1 an de plein traitement, donc payé à 100%, suivi de 2 années de demi-traitement. Donc là, on voit bien que l'incidence financière, elle est vraiment importante. Je fais une petite parenthèse parce que j'ai parlé de la pension d'invalidité. Souvent, les gens viennent me voir, je voudrais demander une pension d'invalidité ou il y a une confusion entre le taux d'incapacité et le taux d'invalidité. Le taux d'incapacité, j'ai un intervenant, Daniel Courtois, qui va intervenir derrière moi, qui vous en parlera plus. C'est en lien avec les personnes handicapées, avec la MDPH. L'invalidité, c'est autre chose. C'est l'assurance maladie qui gère et qui paye les pensions d'invalidité. Donc, c'est vraiment 2 choses. Et l'invalidité, elle n'est pas en taux, elle est plutôt en catégorie. Donc catégorie 1 à 3. Donc c'est quelque chose ce sont vraiment 2 notions totalement différentes. Et ensuite, la dernière question que je voulais aborder, c'était par rapport à l'actualité d'aujourd'hui, c'était au niveau du Covid.
parce qu'effectivement, les conditions de travail deviennent très importantes aujourd'hui pour les personnes vulnérables. Donc, effectivement, un décret a défini les personnes vulnérables. Donc, être dialysé, présenter une insuffisance rénale chronique ou être greffé fait de vous des personnes vulnérables. Donc, effectivement, là, vous pouvez avoir un certificat d'isolement qui ne signifie pas ne pas travailler, mais plutôt, pareil, j'irais réfléchir avec votre employeur comment faire. Donc, télétravail, aménagement au sein de votre bureau, chômage partiel s'il n'y a pas d'autres possibilités. Mais en tout cas, tout ça, ça se réfléchit avec votre employeur en bonne intelligence et avec comme preuve de votre vulnérabilité un certificat d'isolement qui peut être fait par votre médecin. Voilà en gros ce que je voulais aborder avec vous. Nous, on a une grosse partie de notre travail qui est en lien avec la MDPH, hein, donc effectivement qui va être reprise maintenant par Daniel Courtois. Ensuite, et si j'avais un seul mot à vous dire, c'est n'ayez pas peur des assistantes sociales. Voilà, elles sont là pour aussi répondre à vos questions et réfléchir avec vous. Parce que dans une démarche pluridisciplinaire, dans un hôpital, encore une fois, votre maladie a des conséquences prégnantes sur votre vie professionnelle et c'est dans ce registre-là qu'on intervient. Merci Madame Bergantz et bravo pour ce premier saut dans le vide, comme vous disiez tout à l'heure. Vous avez parfaitement bien sorti. Je crois que c'était très clair. Alors, on avait une question de Jean-Manuel. Il souhaitait intervenir. Donc Jean-Manuel, je te donne la parole. Si tu veux activer ton micro, tu peux poser ta question. Oui, vous m'entendez? On t'entend bien, oui. Ok. Oui, c'était simplement en 2013, là j'ai eu l'occasion. Et puis en 2000 aussi, juste un an avant les attentats, je suis allé à New York, j'ai dialysé à New York. Ça s'est très bien passé. Par contre, je venais à peine de m'asseoir dans le fauteuil qu'ils m'ont demandé ma carte bleue. Ça, c'est une parenthèse. Bon, c'est comme ça, c'est l'habitude là-bas, il n'y a pas à juger, etc. Voilà. Mais par contre, j'ai dialysé en Thaïlande en 2013 pendant 3 semaines, donc ce qui correspond à 9 séances. Et donc, j'avais fait une entente préalable au départ, avant de partir. Et ensuite, j'ai fait mes dialyses correctement. Entre parenthèses, il n'y a pas à avoir peur par rapport au matériel, etc. C'est les standards européens. C'était à Phuket, hein, au Phuket International Hospital, un des 2 hôpitaux avec le Bangkok Hospital sur place. Et il n'y avait pas de problème de crainte à avoir. Le seul truc, c'est que pour les locaux, en fait, ils réutilisaient le matériel. Donc, devant moi, ils rinçaient le matériel. Donc, tout le circuit qui était branché, donc le rein, les lignes, etc., artérielles et veineuses, et ils réutilisaient. Bon, personne n'est mort pendant que j'étais là-bas. J'ai constaté que finalement, tout le monde était vivant. Donc, il n'y avait pas trop de problèmes. Et par contre, après chaque séance, ils m'emmenaient, alors quelqu'un m'accompagnait sans doute, parce que peut-être qu'ils avaient un petit manque de confiance, ils avaient peur que je me tire de l'hôpital sans payer, sans doute, et on m'accompagnait à la caisse pour que je règle ce que je devais. Et donc, bon, à l'époque, c'était à peu près 1 euro égale 38 bahts, hein, grosso modo, 38 à 40 bahts. Donc, voilà, donc je payais en gros 200 et quelques chaque séance, à peu près 215 euros chaque séance. Et j'ai été remboursé donc, pour 3 semaines. Alors, 1200 euros, alors que normalement, ça faisait. Moi, j'avais compté un budget de 1500 au départ. Je n'ai été remboursé que 1200. Bon, je pense qu'il y a eu peut-être, je sais pas, quelques euros qui se sont évaporés dans la nature. Mais enfin, en tout cas, voilà. Donc, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. C'était simplement un témoignage pour que tout le monde puisse en profiter. Et que tout ça pour dire qu'il n'y a aucune crainte à partir du moment où on fait les démarches qu'il faut au départ et à l'arrivée pour partir à l'étranger, aucun souci. Voilà. Alors évidemment, ça dépend où on part. C'est sûr qu'au fin fond de l'Inde, si vos dialyses sont branchées sur l'eau du Gange, ça va peut-être poser un sacré problème. Mais enfin, à part ça, je veux dire, si vous allez dans des pays qui restent tout à fait, entre guillemets,
relativement riche. Il faut savoir que la Thaïlande, c'est quand même un des pays les plus riches du sud-est asiatique. C'est sûr que si vous allez au Laos ou si vous allez au Myanmar, avec le système politique, les systèmes politiques en place, ça peut peut-être pas être pareil au niveau de la sécurité, mais enfin médicaux et politiques, pardon. Et donc voilà, donc vous pouvez partir sans crainte, il n'y a aucun souci particulier. Voilà. Merci Jean-Manuel. Je voulais remercier Madame Bergantz. Ça a été très très clair et merci beaucoup pour ce saut dans le vide qui est voilà, ça a mérité le détour. Et je pense que c'est Monsieur Courtois qui prend la suite. Tout à fait, Monsieur Courtois. Alors, vous avez la possibilité.